Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Alors aujourd'hui, on fait un petit tour sur Quora. Quora, vous le savez, je vous l'ai expliqué récemment, Quora est le retour du forum généraliste, le forum de discussion, je dis ça pour les plus jeunes, pour la génération Z et le début de la génération Y qui ignore ce que serait un forum de discussion. C'est un endroit où, contrairement aux commentaires sur les réseaux sociaux, contrairement aux commentaires YouTube et Facebook, vous avez la place de développer une réponse. Celle-ci n'est pas tronquée, celle-ci n'apparaît pas sous la forme d'un petit extrait avec un « lire la suite » que personne ne lirait. Un forum de discussion est une plateforme mettant en avant la participation, le débat, la confrontation et permettant à chacun de formaliser un message, de le mettre en forme avec des bullet points, avec des puces, des numéros, de l'italique, du gras, du souligné. Et cela permet évidemment de construire beaucoup plus une discussion et cela en général déshystérise un petit peu les débats en permettant d'aller dans de l'information plus sourcée et plus chiffrée. Alors, ces forums existent évidemment site par site. Nous en avons un, forum.influence.com, je vous mettrai le lien ci-dessous. Et Quora, fort de son succès américain et de ses grosses levées de fonds, arrive en France avec comme ça cette envie de permettre à chacun évidemment de débattre de façon un petit peu plus apolitisée, apolitique que Wikipédia et moins dégoulinante de logorée idéologique que par exemple au féminin. Alors que sur Quora, vous pouvez donc me poser des questions en me taguant, en m'invectivant. Vous pouvez également noter mes réponses et faire de moi donc un expert de mon sujet, enfin expliquer aux autres que je le suis, parce que vous le savez déjà que je suis un expert de mon sujet. Ce qui n'est pas très dur, je suis le seul en plus, hein. Il n'y a pas de trousse à outils sociologique pour éclairer des problématiques psychologiques en France, à ma connaissance. Et donc aujourd'hui, dans ce cadre, qui me demande, alors quelqu'un me demande, un anonyme, il n'a pas signé le message, vous voyez mon écran, me demande quelle est la qualité chez les femmes qui attire le plus les hommes. Alors quelqu'un s'est risqué à répondre avant moi, il s'appelle Valentin Premier. La féminité. Bon ben d'accord, merci Valentin, la prochaine fois on t'appellera. Alors, en réalité, quelle est la qualité des femmes qui attire le plus les hommes? Alors évidemment, on peut prendre, comme à chaque fois, on peut prendre toutes les trousses à outils du monde, tous les angles de réponse du monde. On peut prendre un angle de lecture anthropologique, historique, physiologique, psychologique, sociologique, économique. En réalité, le trait commun à tous les traits féminins attirants chez les hommes s'appelle la féminité. Valentin l'a dit. La féminité, ça va être des proportions, ça va être des codes esthétiques et verbaux, ça va être une attitude. Alors, pour dépasser, évidemment, ce pléonasme ou ce moins-disant, nous allons aller un petit peu plus loin en s'appuyant, par exemple, sur l'auteur féministe bien compris, hein, pas le féminisme aigri de Marlène Schiappa ou pas le féminisme hystérique d'Isabelle Alonso, une féministe bien comprise comme par exemple Esther Vilar nous explique qu'en fait l'homme a deux instincts qui sont l'instinct de protection et l'instinct sexuel. Et c'est évidemment sur ces deux instincts que la femme a compris inconsciemment qu'il fallait jouer. L'instinct de protection est celui qui le pousse à prendre sous son aile un objet ou un sujet plus fragile que lui et donc qui a besoin de son apport calorique, de son apport physique, de son apport social pour survivre. Donc beaucoup de femmes, pour séduire un homme, jouent le contraire en réalité de la femme forte. Elle joue en réalité la femme enfant, hein. La femme adulte se prétend femme enfant pour plaire à un homme. La femme mère également se prétend femme adulte. Donc elles descendent en gros d'un cran symbolique générationnel. Et on voit bien d'ailleurs que c'est le dénominateur commun à tous les signes de l'apprêtement féminin que d'incarner finalement la fragilité et la dépendance, hein. J'explique souvent en séminaire, si vous prenez la liste intégrale de tout ce qui symbolise la féminité dans les codes, dans les canons esthétiques masculins et féminins, que ce soit le maquillage, l'apprêtement, les talons, les jupes étroites, les bustiers, tout ce qui a même la crinoline il y a 2 ou 3 siècles, tout ce qui a symbolisé la féminité à toute époque a toujours eu comme dénominateur commun la réduction du degré de mobilité, hein. Une femme extrêmement féminine est un parfait sujet photographique, hein. Il y a beaucoup plus de photographes hommes qui photographient des femmes ou d'artistes hommes qui sculptent, qui peignent et qui photographient les femmes que le contraire. Mais la femme sujet d'adoration esthétique est en général une femme au degré de mobilité réduit, hein.
sauf quelques fétichistes, c'est jamais une femme déguisée en Lara Croft. Alors Lara Croft est presque le paradigme de la contradiction, puisque ça a été superposé les canons des proportions de la femme parfaite avec les pistolets, les bottes, etc. Mais en réalité, hors de ces exceptions paradoxales, évidemment, la femme séduisante est une femme dont tous les codes d'apprêtement symbolisent la restriction de mobilité. C'est une femme qui ne peut pas courir, qui ne peut pas se défendre. On a tous eu une femme très attirante, au moins une fois dans sa vie, au bras, et on voit bien qu'elle marche comme ça, elle est presque embarrassée de son apprêtement, dont elle sait qu'il suscite admiration, envie et désir, mais qu'en réalité, si danger survenait, elle est totalement dépendante. Donc ce qui plaît à un homme en premier, c'est se sentir plus homme, et se sentir plus homme passe par sentir flatter son désir de protection, et 2, sentir flatter son instinct sexuel. Car, nous dit Esther Vilar, l'instinct sexuel n'est pas l'instinct de protection. L'instinct de protection est ce qui pousse à couver un objet ou un sujet que l'on perçoit plus faible que nous et plus dépendant que nous. L'instinct sexuel, en revanche, ne peut perdurer et ne peut subsister qu'avec quelqu'un qui est notre égal intellectuel. C'est-à-dire qu'un homme un homme qui a le choix, un homme qui n'est pas dans une sexualité par défaut, refoulée, pulsionnelle ou vengeresse, en réalité, ne peut pas être attiré très longtemps, outre l'expérience comme ça, pour le fun, pour rigoler, par une Nabila ou par une bimbo. Je répète ce mot à dessein car les journalistes, ça les énerve. Ils se sont déjà énervés sur moi dans des vidéos précédentes car j'ai dit que les bimbos existaient. Eh bien oui, les bimbos existent de la même façon que les salauds existent chez les hommes. Il n'y a pas de raison pour laquelle il n'y aura pas de salopes chez les femmes. S'il y a des salauds chez les hommes, il y a des bimbos chez les femmes, mais il y a des beaufs et des cornichons chez les hommes. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'égalité. Voilà, mettez une petite pièce dans le bousin, comme disait je ne sais plus qui, pour l'égalité homme-femme. Il y a des bimbos, et il y a des cornichons, il y a des salopes, et il y a des salauds. Donc, l'homme bien fait, l'homme humaniste, l'homme autonome, l'homme qui s'assume et qui a son minimum d'humanité, c'est-à-dire de connaissance, de grille de lecture fonctionnelle sur l'existence, qu'elle soit philosophique, pratique, sportive ou que sais-je, à un moment ne peut pas être très longtemps fasciné par l'archétype de la bimbo, c'est une étape à passer, c'est un fantasme à cocher. Il ne va être dans le désir sexuel prolongé, c'est ce qu'on appelle le postulat psychique de continuité, il ne va continuer à désirer sur le long terme qu'une femme qui pourra le challenger intellectuellement. Car la bimbo, c'est peut-être fantasmatique tant que c'est inaccessible, c'est l'esthétique de l'inaccessible, mais quand on comprend comment fonctionne la bimbo, et c'est en général très simple, et que l'on a la calorie suffisante pour incarner ce que la bimbo désire, c'est en général la voiture de connard, le dress code de connard, l'appartement de connard et le bateau de connard, et les amis de connard, et bien en général, on a toutes les bimbos qu'on veut, et puis ça n'est plus très bandant. Et en général, de quoi finit par s'amouracher celui qui a compris les bimbos? D'une personne qui est au moins émotionnellement plus intelligente que lui et qui le challenge et qui le mène à la baguette et qui le manipule. Donc l'instinct sexuel ne peut perdurer que par le challenge intellectuel que représente la proie, qui saura se laisser percevoir proie, tout en étant en réalité celle qui, à la manette, tire les ficelles. C'est un petit peu comme quand dans un couple, regardez vos grands-parents, votre grand-oncle, votre grande-tata, les couples ensemble depuis des années, évidemment, la femme a su jouer de l'instinct de protection pour se laisser séduire et courtiser par votre aïeul dans les années 50, 60, 70, en réalité, aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'est elle qui tient évidemment la baguette et l'homme la suit piteusement dans la rue et il se fait brimer, réprimer, contredire. C'est évidemment dans un vieux couple toujours la femme qui est aux manettes. Donc, instinct, alors, résumé, qu'est-ce qui plaît à un homme chez une femme? La féminité. La féminité, qu'est-ce? C'est l'intelligence consistant à jouer sur l'instinct de protection et l'instinct sexuel. L'instinct de protection, qu'est-ce? C'est paraître inférieur physiquement, et j'allais presque ajouter inférieur dans la logistique, c'est-à-dire pour faire sentir à un homme que sa présence à la maison est nécessaire pour débloquer une fenêtre coincée, pour ouvrir un pot de cornichon ou pour gérer toute la logistique des déplacements, parce qu'en général, les femmes ont moins le sens de l'orientation, et tout à coup, organiser quelques trajets en voiture, en taxi, en transport en commun,
elles savent plus où elles sont, elles savent plus où elles habitent, et donc elles aiment en jouer et en rajouter dans l'infériorité logistico-pratique pour faire sentir à l'homme qu'il est en charge du bon déroulement de la soirée et que sans lui, ça aurait été un échec. Ça, c'est jouer sur l'instinct de protection, c'est une partie de la féminité. Et donc, en fait, une partie de la féminité, c'est ça le paradoxe, c'est se faire plus bête que l'on est. Hein, c'est ça le paradoxe de F, c'est qu'en réalité, F pourrait égaler H dans quasiment tout, à part évidemment la force physique, mais en réalité, ce n'est pas une stratégie évolutionnaire viable, car chercher à égaler H du point de vue de l'autonomie, c'est s'amputer d'une part de F qui octroie le pouvoir de séduction. Hein. Une femme qui se présente à un prétendant comme parfaitement autonome et n'ayant absolument pas besoin de lui, y compris dans le domaine de l'autodéfense, de la logistique, du pratique et de la survie au quotidien, est une femme profondément désérotisante, pour lequel, évidemment, envers laquelle l'homme va se sentir castré de 50% de ses instincts. Et pour que la volonté de la courtiser perdure au-delà de la stabilité immanente au couple, il faut l'instinct sexuel. Et l'instinct sexuel, c'est que la proie sache à ogni tanto, talvolta, c'est-à-dire à rythme intelligent, échapper évidemment au lion qui la pourchasse, car en réalité, évidemment, si l'antilope s'offrait trop facilement au lion, eh bien le lion s'en lasserait et finirait par bouffer du steak haché comme tout le monde. Donc instinct sexuel et instinct de protection qui doivent évidemment cohabiter en bonne intelligence et être chapeautés par l'homme de raison, par la pensée. Car on voit que si les deux venaient à se confondre, et c'est ce qui se passe chez des hommes peut-être moins armés intellectuellement pour faire ce que Rousseau appelait se perfectionner, la perfectibilité rousseauiste ou rousseauienne, c'est se départir de ses déterminations animales. Eh bien, quand on n'a pas le chapeau de la raison pour se départir de ses déterminations animales, eh bien, ces instincts se mélangent et on devient un pédophile. Hein. Quand on commence à désirer ce que l'on devrait protéger, c'est-à-dire symboliquement à désirer ses enfants, c'est que le chapeau de la raison n'est pas assez puissant pour classer logarithmiquement, évidemment, chaque instinct à sa place et les faire discuter dans une dialectique saine, mais les deux se recouvrent. Hein. L'instinct sexuel se mélange à l'instinct de protection et tout à coup, on se met à désirer ce que l'on doit protéger. Hein. Ce n'est pas notre fonction, c'est évidemment un bug, une erreur, un drame, mais ça vous permet un petit peu de comprendre comment tout cela s'articule. Voilà pour cette réponse. Je pourrais la faire beaucoup plus longue, mais je m'efforce désormais de faire des réponses à 12 minutes, car ce sont ce que mes analyses et mes statistiques YouTube m'ont montré que vous tolériez au maximum. Au bout de 12 minutes, ça décroche. Donc, Quora, le lien est ci-dessous pour m'interroger sur Quora et faire bénéficier tout le monde de la discussion. Évidemment, si vous n'y étiez pas, continuez à partager, à mettre des pouces vers le haut et vers le bas sur YouTube, à vous abonner à la chaîne si ça n'était pas encore fait. Et si vous voulez m'avoir en direct, si vous voulez passer aux choses sérieuses, si vous voulez vous investir dans la compréhension des relations amoureuses, personnelles ou professionnelles, le plus simple, c'est de devenir VIP et de bénéficier de ma paire de lunettes toute l'année, 365 jours par an, pour un abonnement à tarif modeste qui vous coûtera beaucoup moins cher que des visites chez le psy. Et puis j'en sais un peu plus sur ces sujets-là. À très bientôt.